La pandémie de Covid-19, qui n'épargne aucune région du monde, a assombri les prévisions de croissance pour l'Afrique centrale. Si avant cette pandémie, la Banque africaine de développement tablait sur une croissance de 3,5% du PIB réel de la région en 2020, ce taux a été révisé à moins 2,5% dans la version la plus optimiste, soit une perte de 6,1 points de pourcentage, et à moins 4,3% dans le cas le plus pessimiste, soit une perte de 7,8 points. Ces projections sont négativement impactées par des facteurs externes liés à la baisse de la croissance mondiale, à la demande extérieure, aux réductions des investissements. Au niveau interne, on déplore l'insécurité et l'instabilité politique, les problèmes de gouvernance économique, de déséquilibre macroéconomique et le manque de diversification économique. De l'avis de certains experts, l'Afrique centrale a été touchée par la crise à travers 5 canaux essentiellement: la baisse des prix des matières premières, la chute des recettes touristiques, la baisse des transferts de migrants et des investissements directs et les difficultés dans le secteur financier. Pour corriger le tir, l'Afrique centrale doit agir vite en mettant en œuvre des programmes de développement de compétences et de capacités nouvelles adaptés aux réalités économiques actuelles et à venir. Pour la BAD, l'absence de diversification des économies, la faiblesse du capital humain, le manque d'emplois décents et de compétences appropriées sont les défis majeurs pour cette sous-région. En vue d'aider le Burundi à faire face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, le Fonds monétaire international a consenti en faveur du pays une remise de dette de l'ordre de 7,6 millions de dollars américains. Cette mesure d'allègement concerne le service de la dette du Burundi dû au FMI du 21 juillet au 13 octobre 2020. En cas de disponibilité de ressources, un autre allègement pourrait être opéré cette fois-ci sur la période du 14 octobre 2020 au 13 avril 2022, ce qui pourrait porter l'allègement total du service de la dette à l'équivalent de 24,97 millions de dollars. Intervenant dans le cadre du Fonds fiduciaire pour l'endiguement et l'atténuation des effets des catastrophes, l'opération permettra de libérer des ressources pour les besoins du secteur public en matière de santé, y compris d'autres dépenses d'urgence, et contribuera à atténuer le choc sur la balance des paiements que représente la pandémie de Covid-19. En effet, avec plus de 328 cas officiels de contamination, le Burundi a vu ses besoins de financement extérieur augmenter considérablement pour les années 2020 et 2021. Cette situation résulte notamment de la baisse des exportations, des besoins élevés en termes d'importation et d'une réduction des envois de fonds de la diaspora. Pour le FMI, il est important pour le pays, compte tenu des risques qui se profilent à l'horizon, de garantir une coopération étroite avec les organisations multilatérales et les donateurs d'une part, et d'assurer les allocations budgétaires adéquates en faveur de la santé et d'autres dépenses prioritaires d'autre part. Après un relâchement à 11,4% du produit intérieur brut en 2020, pour cause de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la pression fiscale sera portée à 12,7% du produit intérieur brut en 2021 au Cameroun, puis à 13,5% du produit intérieur brut en 2023. Conformément à la documentation d'orientation budgétaire préparée par le gouvernement camerounais, en vue de l'élaboration de la prochaine loi de finances, le ratio entre les recettes fiscales budgétaires et le produit intérieur brut courant devrait augmenter de 1,3% au cours de l'exercice 2021. Autrement dit, les entreprises et les ménages du Cameroun réunis devraient payer plus d'impôts en 2021 et les années suivantes, et ceci indépendamment de la fiscalité locale et des cotisations sociales. Ainsi, la politique fiscale sur le triennat 2021-2023 sera globalement orientée vers l'accroissement de la mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières. Le gouvernement camerounais entend procéder notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale à travers la poursuite de la rationalisation des exonérations, l'optimisation de la fiscalisation du secteur informel par la promotion des moyens de paiement traçables, le réajustement du seuil d'assujettissement à la TVA pour un meilleur rendement de cet impôt
la mise en place d'un système de suivi de la conformité fiscale des contribuables par les grandes entreprises, la modernisation des modalités de perception de certains droits de timbre, etc. Le pays espère ainsi collecter des recettes fiscales internes non pétrolières de l'ordre de 1 955,7 milliards de francs CFA en 2021, 2 113,6 milliards en 2022 et 2 339,2 milliards en 2023. À fin mars 2020, les gouvernements et les entreprises du monde ont massivement emprunté pour un montant total de 11 000 milliards de dollars. Ce chiffre rendu public par l'Institute of International Finance représente un niveau record qui fait désormais plafonner la dette mondiale à 260 000 milliards de dollars, soit 331% du produit intérieur brut global. C'est en effet le niveau d'endettement sur produit intérieur brut le plus élevé qu'on n'a jamais eu dans le monde. Si les gouvernements du monde ont le plus contribué à la hausse de cette dette au second trimestre 2020, les entreprises ne sont pas en reste. La dette des sociétés non financières a atteint 75 500 milliards de dollars et celle des sociétés financières se rapproche des 64 000 milliards de dollars. Les économies dites matures sont celles qui ont le plus aggravé le passif mondial. Pour sa part, l'Afrique est à la traîne avec cependant des taux d'emprunts élevés. Dans les économies phares de la région, à l'exclusion de l'Afrique du Sud, le poids de la dette des ménages sur le produit intérieur brut est relativement faible, avec 2,8% au Ghana et 6,8% au Kenya. Seule l'Égypte affiche un ratio de dette publique sur produit intérieur brut de 85,4%. Les autres pays ont des ratios situés en dessous de 60% et la moyenne en Afrique subsaharienne n'est que de 42% selon le Fonds monétaire international. Selon certains experts, l'Afrique subsaharienne a le profil pour devenir le prochain relais de croissance de la dette internationale si l'économie mondiale envisage de se relancer comme par le passé avec le crédit. Les travaux de construction de 2 usines de transformation de cacao à Abidjan et à San Pedro ont été lancés en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Ce chantier sera piloté par le groupe agro-industriel chinois China Light Industry Design Engineering et devrait durer 24 mois. À terme, la Chine devrait absorber 40% de la production des usines. D'une capacité cumulée de 100 000 tonnes de fèves par an, ces unités qui seront implantées sur un terrain de 21 hectares devraient permettre d'accroître la valeur ajoutée dans la filière. La construction de ces 2 usines fait partie d'un projet global de 216 milliards de francs CFA qui comprend aussi la construction de 2 entrepôts de stock d'une capacité de 140 000 tonnes et de 160 000 tonnes respectivement sur les sites localisés à Abidjan et à San Pedro, ainsi que l'installation d'un centre de formation au métier du cacao, afin d'accroître la valeur ajoutée dans la filière cacao, véritable poumon de l'économie. Le gouvernement met en place une série d'initiatives. En avril dernier, l'exécutif avait déjà réduit à 25 millions de francs CFA contre 200 millions de francs CFA précédemment la caution pour l'agrément versée par les investisseurs intéressés par le segment de la transformation. Les ministres en charge des forêts, de l'industrie et de l'environnement d'Afrique centrale ont validé une décision portant interdiction d'exporter le bois sous forme de grumes par tous les pays du bassin du Congo à compter du 1er janvier 2022. Pour l'accompagnement de cette mesure, il a été décidé de créer des zones économiques spéciales pour installer des industries de transformation du bois. Les ministres ont également validé la décision portant création du Comité régional d'industrialisation durable de la filière bois dans le bassin du Congo, ainsi que le règlement portant développement des plantations forestières. À l'issue de cette réunion des ministres en charge des forêts, de l'industrie et de l'environnement d'Afrique centrale, il a été recommandé l'adoption de cette décision auprès du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale afin d'en faire des actes communautaires. À terme, la sous-région devrait parvenir à une fiscalité forestière harmonisée. À cet effet, les ministres ont recommandé à la commission de la CEMAC, regroupant le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad,
d'élaborer des directives en matière de fiscalité forestière que les pays devront adopter chacun au plan national. Face à un risque de récession, la Banque centrale du Nigeria a décidé d'une baisse de son principal taux directeur de 12,5 à 11,5%. D'après les responsables de l'institution, cette action permettra de fournir des crédits moins chers pour améliorer la demande globale, stimuler la production, réduire le chômage et soutenir la reprise de la croissance de la production. En stimulant le crédit, la Banque centrale du Nigeria espère faire face à une récession qui menace le pays depuis l'arrivée de la pandémie du coronavirus. Cette mesure, la deuxième du genre depuis le début de l'année, intervient dans un contexte économique marqué par une inflation en hausse au Nigeria, dépassant les prévisions de la Banque centrale. En raison des restrictions visant à ralentir la propagation du coronavirus, le coût des denrées alimentaires déjà en hausse a flambé. À cela s'ajoute une baisse des cours du pétrole, principal produit d'exportation du pays qui a entraîné une chute de ses réserves de dollars et de son produit intérieur brut. De plus, la décision du gouvernement de mettre fin aux subventions sur le carburant a entraîné une hausse du coût des produits pétroliers alors que le pouvoir d'achat des populations ne suit pas la même tendance. D'après les données du régulateur de la filière thé au Rwanda, la valeur des exportations a progressé de 12%. Une belle performance enregistrée durant l'année fiscale 2019-2020, achevée au mois de juin dernier. À en croire le Conseil national de développement des exportations agricoles, les exportations de la feuille ont rapporté 93 millions de dollars contre 83 millions de dollars engrangés lors de la campagne précédente. Cette progression en valeur des expéditions a été portée par une légère augmentation du volume de feuilles commercialisées, estimé à 7%, à plus de 32 600 tonnes en 2019-2020, contre 30 500 tonnes un an plus tôt. En effet, de nouvelles plantations ont commencé à produire des fruits, chose qui a permis aux usines de traiter plus de thé pour l'exportation. Autres facteurs qui ont favorisé cette augmentation des recettes, le Conseil national de développement des exportations agricoles cite notamment les bons prix sur le marché mondial par rapport à la saison dernière. Le Rwanda ambitionne de produire 65 000 tonnes de thé et générer 209 millions de dollars à l'exportation d'ici 2024. Il faut dire que la filière emploie 50 000 personnes et occupe 27 000 hectares de terre.